Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler du statut de patrimoine commun de l'humanité de la zone. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. La haute mer représente 64% des mers et océans du globe. Le sol et sous-sol de cet espace, au-delà des juridictions nationales, est donc vaste mais largement méconnu. Si la majorité a été cartographiée, notamment grâce aux satellites, seulement une infime partie a été directement observée par l'homme. Les fonds marins situés en haute mer appartiennent à la zone. Par fonds marins, on entend le sol et sous-sol de la mer situés au-delà des juridictions nationales. Attention, pas les eaux surjacentes. Son régime est donné dans la partie 11 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle a un statut particulier. La zone et ses ressources sont le patrimoine commun de l'humanité. Statut déjà donné par la Déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans de 1970. Seul l'espace extra-atmosphérique revêt également ce statut. De ce fait, les ressources des sols et sous-sols des espaces situés au-delà des juridictions nationales ne sont plus res nullius comme cela pouvait l'être perçu, c'est-à-dire un espace et ses ressources qui pourraient être sujets à appropriation, mais bien res communis. Nous verrons dans cette vidéo que son régime est basé sur la possibilité d'en exploiter les ressources un jour et donc sur les modalités d'exploitation et de partage des revenus issus de cette exploitation en lui octroyant le statut de patrimoine commun de l'humanité. Le régime juridique de la zone et de ses ressources, posé à l'article 137 de la Convention, prévoit que aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droit souverain sur une partie quelconque de la zone ou de ses ressources. Aucun État ni aucune personne physique ou morale ne peut s'approprier une partie quelconque de la zone ou de ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou de droit souverain ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu. L'humanité tout entière, pour le compte de laquelle agit l'autorité, est investie de tous les droits sur les ressources de la zone. Ces ressources sont inaliénables. Les minéraux extraits de la zone ne peuvent, quant à eux, être aliénés que conformément à la présente partie et aux règles, règlements et procédures de l'autorité. Et enfin, un État ou une personne physique ou morale ne revendique, n'acquiert ou n'exerce de droits sur les minéraux extraits de la zone que conformément à la présente partie. Les droits autrement revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas reconnus. Le Comité des fonds marins de 1967 a dégagé deux principes relatifs à l'exploitation de la zone dans l'intérêt de l'humanité et aux fins exclusivement pacifiques que l'on retrouve dans la Convention aux articles 140 et 141. Article 140, intérêt de l'humanité. Les activités menées dans la zone le sont dans l'intérêt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des États, qu'il s'agisse d'États côtiers ou sans littoral, et compte tenu particulièrement des intérêts et besoins des États en développement et des peuples qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance ou à un autre régime d'autonomie reconnu par les Nations Unies. L'autorité assure le partage équitable, sur une base non discriminatoire, des avantages financiers et autres avantages économiques tirés des activités menées dans la zone par un mécanisme approprié. Ainsi, par exemple, l'article 149 prévoit que tous les objets de caractère archéologique ou historique trouvés dans la zone sont conservés ou cédés dans l'intérêt de l'humanité tout entière, compte tenu en particulier des droits préférentiels de l'État ou du pays d'origine, ou de l'état d'origine culturelle, ou encore de l'état d'origine historique ou archéologique. Et article 141, utilisation de la zone à des fins exclusivement pacifiques. La zone est ouverte à l'utilisation à des fins exclusivement pacifiques par tous les États, qu'il s'agisse d'États côtiers ou sans littoral, sans discrimination et sans préjudice des autres dispositions de la présente partie. Par ailleurs, le traité de désarmement sur le fond des mers et des océans de 1971 prévoit notamment la dénucléarisation des fonds marins. Ces éléments sont fondamentaux du régime de la zone. En effet, la Convention de Montego Bay prévoit la réunion d'une conférence de révision 15 ans après la première autorisation d'exploitation. Cependant, celle-ci devra maintenir le principe du patrimoine commun de l'humanité, le régime international visant à son exploitation équitable au bénéfice de tous les pays, en particulier des États en développement, et l'existence d'une autorité chargée d'organiser, de mener et de contrôler les activités de la zone. Elle veillera également au maintien des principes énoncés dans la présente partie,
en ce qui concerne l'exclusion de toute revendication et de tout exercice de souveraineté sur une partie quelconque de la zone, les droits des États et leur conduite générale ayant trait à la zone, ainsi que leur participation aux activités menées dans la zone conformément à la Convention. La prévention de la monopolisation des activités menées dans la zone, l'utilisation de la zone à des fins exclusivement pacifiques, les aspects économiques des activités menées dans la zone, la recherche scientifique marine, le transfert des techniques, la protection du milieu marin et la protection de la vie humaine, les droits des États côtiers, le régime juridique des eaux surjacentes à la zone et celui de l'espace aérien situé au-dessus de ces eaux et la compatibilité des activités menées dans la zone et des autres activités s'exerçant dans le milieu marin. Article 148 veille à ce qu'aucun État ne soit écarté des activités de la zone dans l'esprit que les ressources de cet espace sont un bien commun de l'humanité. La participation effective des États en développement aux activités menées dans la zone est encouragée, compte dûment tenu des intérêts et besoins particuliers de ces États, et notamment du besoin particulier qu'ont ceux d'entre eux qui sont sans littoral ou géographiquement désavantagés de surmonter les obstacles qui résultent de leur situation défavorable, notamment de leur éloignement de la zone et de leur difficulté d'accès à la zone et depuis celle-ci. La zone est gérée par un organe des Nations Unies, l'AIFM, Autorité internationale des fonds marins, auquel il est référé dans les textes sous le nom d'autorité. Elle a été instaurée par l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie 11. Celle-ci est composée de tous les pays signataires de la Convention et siège à Kingston, en Jamaïque. Elle comprend un organe opérationnel, l'entreprise. Les membres de ces différents organes sont élus en suivant des règles de répartition équitables, notamment afin de prendre soin d'inclure les États désavantagés, c'est-à-dire sans littoral ou en développement. L'AIFM a notamment le rôle de délivrer des autorisations d'exploration et d'exploitation avec des contrôles à chaque étape. L'exploitation se fait entre États qui patronnent et personnes physiques ou morales patronnées. Ainsi, la zone, si elle peut être perçue comme une mine au trésor, notamment à notre époque de course à la consommation où l'on recherche de nouvelles sources où se procurer les minerais et terres rares nécessaires à la construction de nos batteries d'appareils électriques, est protégée juridiquement au niveau international afin de justement éviter l'accaparement de ces richesses par quelques-uns. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.